Bonsoir et bienvenue à ce premier rendez-vous de la rentrée 2019 de notre émission de débat mensuel, le JSD part en live. Lutte contre les violences faites aux femmes, comment agir? C'est la question qu'on a décidé de poser pour ce 9e débat que nous organisons depuis le lancement en novembre dernier de cette série de débats thématiques. C'est une question qui est fortement médiatisée aujourd'hui. On est dans un contexte de forte mobilisation également. Alors je vais donner une définition de la Déclaration des Nations Unies sur la violence faite aux femmes, qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1993. Donc il désigne la violence à l'égard des femmes comme tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Donc les violences envers les femmes, souvent nos lecteurs nous ont interpellés en disant que c'était très large, et également des intervenants que j'ai pu contacter, parce que ça englobe à la fois les violences sexuelles, la prostitution, les violences au sein du couple, les mutilations sexuelles, le mariage forcé, les crimes d'honneur, les violences sexistes, les violences au travail, mais aussi les LGBT-phobies. Nous n'allons pas bien sûr pouvoir aborder toutes les formes de violence. Néanmoins, ce soir, l'objectif, ce serait de s'intéresser au travail des personnes qui sont ici, travail de terrain, travail de la Maison des Femmes, et également prendre des témoignages sur cette thématique très importante. Voilà. Alors nous sommes avec, pour en parler, 3 invités. Mathilde Delépine, dont vous êtes sage-femme, coordinatrice de l'unité de soins dédiée aux femmes victimes de violences à la Maison des Femmes de Saint-Denis, qu'on ne présente plus. Clara Costa à mes côtés, donc vous êtes membre du collectif féministe dionysien Les Résilientes qui a été lancé en mars 2019 à Saint-Denis, et vous avez été victime de violences conjugales, donc vous voulez nous en parler ce soir. Et enfin Yasmina Bédard qui est dionysienne, féministe et militante de terrain. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce débat. Je vais donner quelques chiffres, ça va être peut-être un tout petit peu long, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important pour montrer à quel point ce sont des chiffres assez accablants sur la situation en France. Donc, selon le secrétariat dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre la discrimination, en France, chaque année, il y a 220 000 femmes adultes qui sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. 3 femmes victimes sur 4 déclarent avoir subi des faits de violence répétés. 8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Le collectif féministe contre le viol traite chaque année près de 7000 appels. 94% des victimes qui appellent le 0800 05 95 95 sont des femmes et des jeunes filles. Chaque année en France, il y a plus de 94 000 femmes adultes victimes de viol. Environ 30 000 personnes sont prostituées en France. 85% des personnes prostituées sont des femmes. 51% des personnes prostituées ont subi des violences physiques dans le cadre de la prostitution. En France, une femme sur 3 décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. En 2018, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex. Et pour l'année 2019, les collectifs et associations ont dénombré 122 féminicides, voilà, depuis le début de l'année. Donc c'était des chiffres que je tenais à dire pour montrer à quel point l'état des lieux est assez accablant. Tout d'abord, on va commencer, je voudrais que vous présentiez un peu précisément votre travail. Donc on va commencer par Mathilde Delépine, Yasmina Bédard et puis Caroline Costa. Parler rapidement, brièvement de votre structure, mais concernant la thématique que nous allons aborder ce soir. D'accord. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, la Maison des Femmes de l'Hôpital de la Fontaine de Saint-Denis, c'est une unité hospitalière de soins où sont rassemblés des professionnels qui accompagnent les femmes dans des moments compliqués. Donc, il y a 3 unités de soins. Il y a une unité qui est le planning familial. Alors, le centre de planification familiale, on n'est pas l'association, le planning familial. Donc on accompagne les femmes qui sont enceintes et qui ne souhaitent pas garder leur grossesse, ou qui veulent une contraception, ou qui ont besoin de renseignements autour de la santé sexuelle. Particulièrement les femmes mineures ou les femmes vulnérables, notamment qui n'ont pas d'ouverture de droit, pas de sécurité sociale et qui ne peuvent pas consulter ailleurs pour ces sujets-là. Une unité de soins dédiée aux femmes excisées qui veulent avoir des réponses, qui veulent avoir un accompagnement pluridisciplinaire avec
des professionnels au niveau de la santé somatique, gynécologue, sage-femme, un médecin sexologue et des psychologues spécialisés sur le sujet. Et puis une unité de soins dédiée aux femmes victimes des autres formes de violence. Donc beaucoup de femmes accompagnées sont victimes de violences conjugales et ou de violences sexuelles. Et donc notre accompagnement de toute façon se limite aux violences sexistes parce qu'on peut subir des violences dans d'autres types, on n'est pas expérimenté sur le sujet. Et donc là se regroupent des professionnels toujours de la santé somatique, du corps, donc des médecins, des sages-femmes, des infirmières, des aides-soignantes, des conseillères conjugales, des psychologues aussi, des psychiatres. Et puis il y a aussi des professionnels qui vont aider ces soignants, donc une assistante sociale, des professionnels autour du corps, une psychomotricienne, une ostéopathe, une kiné, et puis des avocats, des juristes, des policiers, des policières. On a aussi une prise en charge collective des femmes, un accompagnement collectif via des temps de parole collectifs, via aussi des groupes de parole fermés, donc avec un groupe constitué qui ne varie pas tout au long de l'année, spécifiquement sur la problématique de l'inceste. Les autres groupes sont ouverts, on peut venir une fois, 3 fois, venir, ne plus venir, revenir, c'est libre. Et les sujets, c'est les violences conjugales, on le fait une fois par mois, les violences sexuelles, une fois par mois aussi, et les mutilations sexuelles féminines, une fois par mois. Et enfin, un accompagnement collectif par des professionnels artistes et ou sportives autour de la restauration de l'estime de soi et de la reconstruction physique et psychocorporelle avec comme outil le karaté, le théâtre, la danse orientale et le dessin ainsi que la chanson. Voilà, et donc tout cet accompagnement est complémentaire. Et on a construit vraiment ces temps collectifs comme des soins en plus de ce qu'on fait en individuel, quoi. Voilà. Yasmina Bédard, vous décrivez comme une militante de terrain. Oui, voilà, une militante de terrain, plutôt une citoyenne, on va dire, engagée. D'ailleurs, je félicite le travail de la Maison des Femmes. C'est vrai que sur Saint-Denis, on va dire qu'on a quand même la chance d'avoir ce lieu-là, qui est un lieu pluridisciplinaire et qui est très important justement parce que ça regroupe toutes les spécialités dont vous venez de parler. Alors moi, donc, je fais partie de plusieurs associations, dont le collectif féministe contre le viol, mais également des associations de protection de l'enfance. Et à ce propos, j'aimerais revenir sur vos chiffres. Oui. Voilà, parce que je pense que malheureusement, en France, en général, on ne parle pas suffisamment de la violence faite aux enfants, et pourtant les enfants sont les premières victimes de violences sexuelles, il faut le savoir. Vous parliez des chiffres de femmes victimes. Moi j'avais comme chiffre 86 000 femmes, les chiffres déclarés, police et gendarmerie, femmes victimes de 18 à 75 ans. Or à cela il faut ajouter 134 000 enfants de moins de 18 ans, des filles, et à peu près 32 000 garçons de moins de 18 ans. Donc ce qui porte le nombre de violences sexuelles par an à peu près 250 000 personnes. Je pense que les chiffres sont très importants justement pour une prise de Là, c'était de des conscience. chiffres. Là, ils se sont basés, le secrétariat dédié à l'égalité femmes-hommes se sont basés sur les femmes adultes, donc à partir de 18 ans. Et mais effectivement. Oui, mais c'est important de le savoir, et ça j'y tiens, et je le clamerai toujours haut et fort, quoi. Il y a un enfant victime de viol toutes les 4 minutes en France, une femme toutes les 7 minutes. C'est-à-dire que là, dans une ville comme Saint-Denis, on sait qu'il y a 2 enfants par classe qui sont violés. Et en général dans le cadre familial. On ne peut pas fermer les yeux. Voilà. C'est-à-dire que là ensuite, et si on ne prend pas ces violences-là en considération, serait participer au continuum des violences. C'est-à-dire un enfant qui a été victime de violences sexuelles, bien souvent dans le cadre familial, plus tard, il aura des risques de devenir soit victime quand c'est une petite fille, ou agresseur quand ce sera un garçon. Donc en fait, on peut faire toutes les préventions, on peut faire tous les beaux discours qu'on veut. Si on n'arrête pas, si on ne freine pas, si on ne fait pas de la prévention, si on ne met pas les moyens dès le plus jeune âge, on n'enrayera jamais les violences faites aux femmes, quoi, à l'âge adulte. Voilà, je tenais à le dire. Merci beaucoup. C'est pas assez dit.
Merci. Caroline Costa. Carla Costa. Carla Costa, C'est excusez-moi. pas grave. Donc, Oui, merci de Caroline, m'inviter. Alors moi, j'ai une double casquette aujourd'hui. Je suis, depuis peu, j'ai jamais fait partie d'association. Je suis dionysienne, je suis ici depuis une quarantaine d'années maintenant. J'ai rejoint les Résilientes il y a à peine un an parce que je me suis beaucoup reconnue dans cette association. Je suis moi-même, j'ai été victime de violences conjugales et j'ai eu cette écoute et ces mots-clés qui m'ont permis de m'orienter. Donc aujourd'hui, j'essaye de redonner ce qu'on m'a offert. Donc j'ai aussi bien avec les tables rondes, avec les écoutes, avec donner les mots-clés, avec accompagner, écouter et le fait aussi de pouvoir faire preuve d'empathie, de les connaître, d'avoir vécu les mêmes choses qu'elles, de prendre le temps parce que c'est aussi ça qu'il faut donner aux femmes, c'est le temps de mettre des mots sur des mots et le temps de dire voilà, maintenant j'ai besoin d'aide et d'être là pour les écouter et les orienter par la suite. Avec tout ce que la ville nous propose, avec ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais d'essayer d'avancer dans cette situation-là. D'accord, merci. Alors, tout d'abord, je voulais savoir, donc en France, depuis le mouvement MeToo, Balance ton port, il y a eu un regain d'intérêt, de mobilisation autour justement de la question des violences envers les femmes. Ça a été très médiatisé, on en parlait beaucoup sur les réseaux sociaux. Des femmes ont pu libérer leur parole grâce aux réseaux sociaux. Les collectifs et associations se bougent pour faire entendre ce sujet-là. Et parce que pendant des années, justement, ce sujet restait dans la sphère privée, c'était tabou. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, malgré toute cette ébullition, cette effervescence, ça reste encore un sujet tabou? Pour vous, les violences, le viol? Oui, et je dirais que plus on est victime de violence par quelqu'un de connu, voire de la famille, plus c'est tabou. Si j'arrive en retard aujourd'hui et que je vous dis, ah bah oui, je me suis fait voler mon sac à main dans la rue, ça va pas vous surprendre. Si je vous dis bah, je suis en retard parce que mon mari vient de me violer, ça va jeter un froid beaucoup plus important. Pour moi, ça va être compliqué à dire, mais pour vous, ça va être compliqué de l'entendre. Et quand on parle d'inceste ou de violence sexuelle sur les enfants, c'est inentendable, c'est inenvisageable, c'est de l'ordre de l'irreprésentable. Et ça, dans tous les milieux, parce qu'une des premières enquêtes en France qui a révélé le nombre de femmes victimes de violences conjugales, c'était l'enquête ANVEF, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France en 2000. Et elle a bien révélé que toutes les catégories socio-économiques étaient touchées par les violences conjugales, avec un tout petit peu plus chez les très riches et un tout petit peu plus chez les très pauvres. Mais le delta était vraiment peu important, et c'était vraiment les deux catégories extrêmes. Et donc voilà, on peut bien imaginer que si ma mère est avocate et mon père PDG, et ben ça va peut-être être encore plus compliqué pour moi, enfant victime, d'être protégée, ou à ma mère de témoigner qu'elle est victime. Une avocate, elle ne peut pas être victime de violences conjugales, elle connaît pourtant toute la loi, elle a des revenus qui lui permettraient de partir dès qu'elle le voudrait. Mais voilà, le temps qu'il lui faut pour prendre conscience que ce qu'elle subit, elle ne mérite pas, le fait de lever l'emprise, eh ben, elle a aussi besoin d'accompagnement. Alors bien sûr, si en plus elle était en situation irrégulière ou qu'elle n'avait pas de revenus, ça serait encore plus compliqué, même une fois l'emprise levée. Mais voilà, donc oui, ça reste difficile à dire. Il y a des personnes vraiment extrêmement courageuses qui prennent la parole. Et c'est pas simple, je pense qu'il faut vraiment le saluer, parce que je pense qu'à chaque fois que quelqu'un qui a subi témoigne, ça permet à d'autres d'avancer. Donc c'est vraiment un cadeau que vous faites. C'est compliqué. Ben, oui. C'est compliqué parce qu'on se dit ça arrive aux autres, pas à moi. Oui. J'ai des codes, j'ai été éduquée, ben, oui. On a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Ben, oui. Je suis chef d'entreprise, j'ai l'habitude de gérer, d'analyser, d'écouter, et je n'ai pas été capable de le faire chez moi. Donc à un moment, on ne peut pas en parler, on a honte, on a l'estime de soi, enfin on n'a plus aucune estime de soi. Et puis à un moment, c'est tellement sournois, alors je me dis, j'ai quand même la chance d'être économiquement indépendante. Donc je me dis, celles qui ne le sont pas, mais comment elles font? Et tout ce combat que j'ai dû mener pour m'en sortir, c'était il y a 3 ans, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui sur Saint-Denis. L'avancée a été
phénoménal, mais il y a quand même, aujourd'hui, il y a quand même des lacunes, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je me dis, mais comment elles font? Et c'est surtout ça que j'ai envie aujourd'hui d'aider, de dénoncer et de me dire, voilà, il faut les aider, il faut les écouter, il faut les mettre en sécurité, il faut les reloger. Enfin, le sujet est tellement vaste, et même avec la chance que j'ai eue de ne pas avoir ces problèmes-là, je me dis, il faut redonner. C'était dur. Il faut redonner. Il faut redonner. Et c'est aussi pour ça que je me suis vraiment reconnue. Et il faut à chaque fois être là. Et le travail que vous faites est formidable. Et il faut vraiment le... Les femmes qu'on accompagne sont encore plus formidables. C'est vrai, parce qu'il faut un courage énorme pour pouvoir parler de ce qu'on subit. Et franchement, pour ça, donc faudrait les saluer. Oui. Ça, c'est une chose. Après, oui, je pense que c'est encore tabou. Maintenant, on avance progressivement, peut-être pas suffisamment, vu l'ampleur des dégâts. Mais voilà, on avance petit à petit. Donc le phénomène MeToo, Balance ton porc, a permis justement façon de renvoyer la honte vers l'agresseur, permet petit à petit aux femmes victimes peut-être de comprendre, même si beaucoup restent encore dans le déni, parce que c'est pas facile, justement à cause du phénomène d'emprise et tout ça, des mécanismes de l'agresseur, et tout ça, savoir si en fait on n'est pas nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Il faut un temps pour tout, il faut un temps également pour prendre conscience. Donc là, oui, les femmes doivent être écoutées. Après, ne parlent pas toujours. Donc là, c'est aussi notre rôle à chacune et à chacun d'entre nous, quoi, de se saisir de ces questions-là, d'être responsable de ces choses-là. C'est tout un travail à faire. Enfin, voilà, chacun dans son rôle. Ça va passer par le médecin. Le médecin est très important. Justement pour questionner les victimes, pour justement qu'il y ait une prise de conscience. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites à ce propos, qui montrent qu'en fait, il y a très peu de médecins qui font des signalements, et alors qu'en fait, il a été démontré que si un médecin, un soignant, pose la question à une femme, avez-vous été victime de violence, bien souvent, elle répond naturellement, quoi. Et là, à partir de là, déjà, en fait, ça peut éclaircir un peu un phénomène un peu brouillon qu'il y a dans la tête des victimes, quoi. Il y a tout un amalgame comme ça qu'il faut débroussailler. Et ça, je pense qu'on est tous responsables de ça pour faire parvenir à la victime de pouvoir parler, et à partir de là, d'être accompagnée, de lui donner les clés pour pouvoir s'en sortir. Et là, après, c'est un autre combat. Là, je vous rejoins vraiment. Moi, j'ai une patiente qui m'a dit pourtant, je crie très fort quand il me frappe. Et aucun voisin n'est jamais venu taper à la porte. Donc moi, je lui dis, mais est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un voisin? Elle me dit, oui. Moi, j'attends que ça, qu'il y ait un voisin qui vienne frapper à la porte pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Tous les soirs, votre femme, on l'entend crier, etc. Donc voilà, ça m'a un peu bouleversée quand elle m'a dit ça, parce que voilà, elle attend vraiment. Pour les bonnes nouvelles du jour, la Haute Autorité de Santé a publié début octobre des recommandations pour les bonnes pratiques cliniques envers les professionnels de santé de premier recours, dont les médecins généralistes, mais aussi les pédiatres, les psychiatres, les gynécologues, les kinés, les infirmières, les sages-femmes, et mettent au premier plan l'importance de poser des questions naturellement, simplement et systématiquement, sans signe d'appel dans l'examen clinique nécessairement, et en mettant vraiment des outils pratico-pratiques pour aider les médecins à aider les personnes victimes, parce que comme tout à chacun, les soignants ont aussi ce que vous disiez, que c'est pas si simple de parler de ce sujet. Les femmes ne parlent pas toujours. Est-ce que, Carla, vous pouvez nous dire quel a été le déclic pour vous, de pouvoir dire que vous êtes victime de violences conjugales et que ça s'arrête? Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à mettre un mot sur mes mots. J'ai eu beaucoup de mal à le faire. Je vous rejoins quand vous nous dites que les voisins, ils entendent. Je crois que ce qui est pire, c'est quand les voisins, ils entendent et qu'ils tapent dans les murs et qu'ils disent « je vais appeler la police ». Et là, on se dit « mais qu'ils le fassent ».
Et juste pour revenir là-dessus, j'ai vu sur le journal qu'il y a quelqu'un qui a osé, enfin qui a eu le courage d'appeler la police et ça a sauvé peut-être la vie d'une femme. Et c'est ça, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de frapper et de dire je vais appeler la police, mais faites-le. Parce qu'il est anormal qu'une femme crie à 2h du matin. Bien sûr. C'est pas possible ça. Donc, et là, la police est intervenue et ça a permis de sauver quelqu'un, mais qu'ils le fassent. Et surtout, c'est de dire aux gens, il y a ce qu'on vit, mais ce qu'on entend. Et si on entend une femme crier en plein milieu de la nuit, c'est pas qu'elle est hystérique, c'est qu'il y a un problème chez elle. Donc appeler la police, vaut mieux les déranger pour rien. Oui. Et que de se retrouver encore avec une femme qui meurt sur le... Voilà, ça, je tenais vraiment à le dire, parce que vous m'avez fait penser à ça. Et il faut vraiment le dire, c'est compliqué de parler, mais une fois qu'on a parlé, on a besoin d'une solution en face. Parce que le fait de parler, on a l'impression qu'on se décharge d'un poids, et après on le donne à quelqu'un, et on se dit, mais maintenant trouvez-moi les solutions, parce que je ne sais même pas par quel bout commencer. Et aujourd'hui, c'est ce bout-là qu'on veut donner. C'est de tirer une ficelle, et puis de se dire, on va y aller progressivement, parce que tout est compliqué. La prise d'une plainte est compliquée, le regard des policiers est compliqué. Enfin, même si aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont évolué, il y a des plaintes qu'on peut faire à la maison des femmes, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et il faut que les policiers soient formés, ils le sont de plus en plus, heureusement, et qu'ils prennent toutes les plaintes, il faut les prendre. Il faut les prendre, il faut écouter, même si la personne, pour l'instant, une main courante, une deuxième, après une plainte, mais vraiment, il faut qu'ils écoutent tout le monde et qu'ils orientent vers, il y a plein de gens de bonne volonté, vers les associations, que ce soit l'une ou l'autre, et qu'on puisse se parler et échanger. Je crois que c'est vraiment ça, parce que c'est très, 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 très compliqué. Si, c'est vrai. Ouais. C'est vrai surtout qu'il faut beaucoup de temps à une femme pour parler et déposer plainte. Il y a seulement une femme sur 10 qui dépose plainte. Et à partir de là, voilà, donc si on tombe sur un policier qui n'est pas formé, même si je rappelle que maintenant, voilà, il y en a de plus en plus qui sont formés, pardon. Lapsus, ouais. Voilà. Il y a souvent un référent dans chaque commissariat. Je sais que par exemple au commissariat de Saint-Denis il y en a. Après c'est vrai, on a aussi beaucoup de femmes qui nous disent on a été mal reçus. Voilà, si on n'a pas un professionnel qui est formé, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc une femme qui a subi des violences, en général elle arrive fracassée. Elle développe du stress post-traumatique. Elle va paraître pas en forme, quoi. Du coup, elle va mal passer. Donc, le policier qui sera en face, qui n'est pas formé justement à ces symptômes-là, donc elle va dire « Ouh là là, elle n'a pas l'air nette, celle-là ». Voilà. Et sachant qu'une femme aussi va toujours commencer dans son procès verbal, enfin dans son procès verbal d'audition, elle va commencer par parler du moins grave. Voilà, il y a ça aussi. Elle va commencer, voilà. Et si le policier, donc en général, voilà, les retours qu'on a, les policiers en général s'arrêtent en disant « Oh, déposer une main courante, c'est rien ça ». Voilà, donc il y a ça, donc il y a une autre violence. Voilà. Donc si le policier n'est pas formé, donc après ce sera toute la chaîne judiciaire qui va en découler, qui va clapoter. Voilà, il y a quand même 70% des plaintes qui sont classées. Voilà, c'est énorme. Le reste, c'est soit requalifié, et au bout du bout, il y a très peu de condamnations, au final. Là, je parle des violences sexuelles. Voilà, donc en fait, chacun doit être formé, mais à tous les niveaux, quoi. Ce qui est pas mal dans cette ville, parce que j'ai remarqué, c'est par exemple, on a une prise de conscience, je vais parler notamment de Pleine Commune Habitat, je sais que les agents ont été formés. Voilà, j'ai parlé à mon gardien, il sait très bien, il sait comment agir. Voilà, lorsqu'il entend une femme crier, voilà, ils savent ça. Voilà. Et c'est important, et ça il faut former à tous les échelons, à tous les niveaux. Voilà, ça va être dans les écoles, j'y reviens. Parce que même si on a des professeurs qui réclament une formation, bien souvent les écoles, l'éducation nationale ne font pas appel aux associations
pour faire de la prévention dans les écoles. Et pourtant, les professeurs sont en demande. Donc ce qui se passe, c'est lorsqu'ils voient des enfants qui sont un peu agressifs, agités et tout ça, on se dit voilà, donc on les renvoie vers des professionnels, des soignants et tout ça, sans chercher à comprendre ce que vivent souvent ces enfants chez eux. Parce qu'une femme victime de violence, bien souvent, les enfants assistent à ça. Donc ils sont aussi victimes de ces violences-là. Et parfois, ils ont des comportements de plusieurs formes, quoi. Peut-être hyper agressifs, ils vont se renfermer, ou ils vont faire n'importe quoi pour se faire remarquer et tout ça. Et si on ne sait pas détecter ces comportements-là, on passe à côté de drames. Et chaque drame, moi j'estime qu'on est tous responsables, parce que c'est dans les écoles de nos enfants, c'est nos voisins, et c'est vraiment une formation. La formation est essentielle. On y arrive petit à petit. À Saint-Denis, petit à petit, encore une fois, les magistrats le sont un peu. Après, il y a la théorie et la pratique. Ouais, ça c'est encore autre chose. Parce que c'est vrai qu'en théorie on est tous d'accord, mais sauf qu'en pratique, par exemple, quand un magistrat voit un agresseur, avec les stratégies de l'agresseur, bien souvent ce magistrat-là qui aura tenu un beau discours, bien lisse et tout ça sur les agresseurs, pourra se laisser séduire par cet agresseur-là. C'est ce que disent... C'est ce qu'ont dit plusieurs policiers. Donc le journal Le Monde fait justement une série d'articles sur le thème du féminicide et il explique que un jour un homme qui a tué sa femme, mais la femme avait porté plainte, donc il s'était rendu, il avait été auditionné et ils se sont rendus compte que le monsieur avait complètement bluffé, qu'il était très fort devant les policiers et ils n'ont rien vu venir. Et c'est ce qui se passe souvent. Et c'est le mérite aussi de ce collectif qui compte les femmes décédées par féminicide, c'est qu'ils mettent en lumière la dangerosité des conjoints violents. Et que c'est pas juste une histoire de mésentente. Et donc je pense que ça doit vraiment nous alerter. On doit apprendre à détecter le danger, même s'il n'y a pas de science exacte, mais il y a des critères. Il y a des études qui prouvent par exemple que quand on a subi une ou plusieurs tentatives de strangulation, on a 350 fois plus de risque de mourir par féminicide que si on n'en a pas subi. Et quand on forme même des équipes à la Maison des Femmes, quand on leur dit pour les prises de rendez-vous, on ne peut pas voir toutes les femmes aujourd'hui ou le lendemain, on essaye de discriminer les urgences, plus urgences que d'autres. Mes collègues me disent mais elles ont quasiment toutes subi des tentatives de strangulation parce que c'est ça la violence, c'est ne pas supporter, ne pas voir l'autre comme un alter ego, ce n'est pas il est un moyen, il est un objet mais pas une autre personne humaine, et ne pas supporter son avis différent. Donc le conjoint violent veut que la victime, très souvent la femme, se taise. Et donc la strangulation, symboliquement, c'est très fort. Mais donc ça, par exemple, c'est à chaque fois qu'il y a une tentative de strangulation, il serait indispensable que la réponse pénale monte au créneau tout de suite. Et puis quand il n'y a pas tous ces facteurs de dangerosité, il y a les menaces de mort aussi, l'utilisation d'objets de la maison comme des armes ou la possession d'armes, ici pas trop des chasseurs, mais des personnes qui sont délinquantes ou qui sont policiers, gendarmes. S'il y a une arme à la maison à feu ou que monsieur utilise les objets de la vie courante comme arme, c'est beaucoup plus grave que si il n'utilise pas les objets courantes comme armes. Donc tous ces facteurs-là, on doit être mieux formés et ne pas laisser passer ça. Et puis les réponses pénales, c'est vrai que les réponses alternatives aux poursuites, donc les plaintes ne sont pas forcément classées, mais parfois c'est des mesures alternatives aux poursuites. On sait aujourd'hui qu'il y a des stages de responsabilisation qui peuvent aider les travailleurs sociaux qui vont les faire à dire ce conjoint violent-là, il est accessible à ce genre de réponse, celui-là, non, on estime qu'il est trop dangereux et que notre travail n'est pas utile, donc ils font un rapport au magistrat pour dire pour lui, il faut mettre en place d'autres choses. Il y a des expérimentations une structure où on met les hommes violents ensemble, où ils doivent participer à la vie collective, ce qui parfois est la première fois de leur vie où ils font la vaisselle ou à manger, ce qui leur fait pas de mal, et ils ont des injonctions de soins. C'est Luc Frémiot qui a mis ça en place dans le nord de la France. Et ça serait, je pense, quelque chose d'efficace parce qu'il a fait baisser le taux de récidive énormément et qui coûterait beaucoup moins cher que de prendre en charge
toutes les victimes que le conjoint ferait en récidivant. Ça serait vraiment bienvenu. Ça serait une belle expérimentation pour aller plus loin dans tout ce qui est déjà magnifique ici. Mais je précise, il ne faudrait pas que les moyens pour mettre en place ça soient pris sur les moyens pour accompagner les victimes et les aider à soigner du psychotraumatisme. Voilà, c'est extrêmement important.